Alors, bonjour, je suis Carl Looper, chef du département de psychiatrie ici à l'hôpital général juif. Et c'est un grand plaisir de vous voir ici en grand nombre pour assister à notre deuxième conférence annuelle sur la santé métabolique. Et j'aimerais tout d'abord remercier la fondation qui nous appuie, Head to Core, which is a foundation that we are partnering with this year because they are very much interested in the mind-body connection and promoting mental health through physical health. So thank you to Joanne Rossi for leading this with us this year. J'aimerais aussi remercier Dr. Vincent Laliberté, qui est chercheur boursier clinicien et psychiatre dans notre département, qui a pris cette initiative de nous fournir des conférences sur la santé métabolique. Alors, je vous invite à venir et présenter. OK. Merci beaucoup, Carl Looper. Alors, je voulais vous en dire un peu plus sur la manière que cette conférence est organisée. Donc, moi, ça fait à peu près 3 ans que je m'intéresse à la psychiatrie métabolique. Donc, je suis allé à différents événements. C'est vraiment un domaine en pleine effervescence, des événements au Québec ainsi qu'aux États-Unis. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des psychiatres, des scientifiques qui parlaient là, de santé métabolique et les liens sur la santé mentale parlaient des mitochondries. Puis, à chaque fois, il y avait là, Picard, entre parenthèses, qui était cité dès qu'il était question de mitochondries. Je me suis dit, bon, il est temps d'aller directement à la source du savoir puis d'inviter ce fameux Picard ici à McGill. Puis donc, j'ai rencontré professeur Martin Picard à New York un peu par hasard. Je suis allé à une journée de santé métabolique. Puis, j'ai parlé de ce qu'on faisait ici. Puis, il y a eu la générosité d'accepter de venir nous voir. Puis en même temps, en le rencontrant, j'ai réalisé que le professeur Picard venait de Saint-Bruno, puis étudie à McGill pour son doctorat. Donc, ça lui faisait plaisir, je crois, de venir nous rejoindre ici. Donc, à l'Université Columbia, professeur Martin Picard dirige le Mitochondrial Psychobiology Group et aussi le fondateur du Energy and Healing Institute. Il a écrit plusieurs articles scientifiques et son prochain livre, Energy, va paraître en 2027. Sa voix et ses idées résonnent maintenant à l'international, notamment à travers des TED Talks, des balados très populaires comme celui du Huberman Lab Podcast, mais aussi des articles dans le Scientific American et The New Yorker. Alors, je vais maintenant vous laisser la parole à Martin Picard. Juste avant, je veux dire, il y a un Jorge qui prend des photos de l'événement, donc si jamais vous ne voulez pas être sur des photos, venez m'en parler, sinon ça pourrait arriver. OK, alors, c'est à vous, professeur Picard. Merci. Merci, Vincent. Merci de l'honneur de venir présenter ici. La dernière fois que j'étais à l'hôpital général juif, j'étais un jeune volontaire, bénévole. J'étais à Brébeuf, juste à côté ici, puis je venais en autobus venir faire mes petites heures de bénévolat. Chaque fois quelqu'un qui me demande de parler de mitochondries, ça me remplit de joie parce que je pense qu'ils ont vraiment quelque chose d'important à nous apprendre. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on comprend des mitochondries et le lien avec la santé mentale. Mais on va commencer ailleurs. On va commencer à comprendre l'énergie parce que les mitochondries sont connectées avec l'énergie du corps, l'énergie de l'esprit. Et on va partir de là pour mieux comprendre le contexte de qu'est-ce qu'ils font les mitochondries. Ce qu'on a ici, c'est un petit pétri, à peu près gros comme ça, avec des billes de métal et de l'huile. C'est tout. Okay? Qu'est-ce qu'on remarque ici? Pas grand mouvement. Hein? Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Sauf si on commence à injecter de l'énergie dans le système. Hein? Là, il y a comme une organisation qui se met en place, une structure qui grandit. Et tout le mouvement qu'on voit ici, c'est juste les électrons, hein, des petites particules sous-atomiques qui se promènent là-dedans. Et tout ce comportement-là qu'on voit, il n'y a rien de vivant ici. Hein. C'est juste des billes de métal dans l'huile, dans un pétri. Et là, il y a un petit courant électrique qui
Regarde ça, le petit mouvement. On dirait qu'il se cherche. Et là, en changeant le courant électrique, il y a des magnifiques structures qui se développent. Et ces structures-là, ils ressemblent beaucoup à des vaisseaux sanguins, par exemple, ou l'arborescence des neurones dans le cerveau. Donc ça, c'est ce qui se passe quand on injecte de l'énergie dans un système assez simple. Hein? Petite bille de métal, de l'huile, c'est tout. Donc imaginez qu'est-ce qui se passe si on injecte de l'énergie dans un système complexe comme notre biologie. 25 000 gènes, pas juste 2 trucs, là, 25 000 types de protéines avec des lipides, avec des membranes, toutes sortes de choses. C'est quoi l'énergie? L'énergie, c'est le potentiel de changer. Il y a différentes formes d'énergie. L'énergie électrique, l'énergie de la lumière, l'énergie des sons qu'on entend. Toutes nos capacités sensorielles sont basées sur l'énergie. Hein, nos yeux, nos oreilles, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils capturent des patterns d'énergie. Patterns d'énergie électromagnétique qu'on appelle la lumière, ou des patterns de vibration dans l'air qu'on appelle des sons. Et l'énergie, c'est l'ingrédient essentiel de la vie. Hein, si tu regardes la différence entre un cadavre, un corps mort, et quelqu'un qui est en vie, capable de ressentir des choses, de bouger, de parler, d'interagir. La différence, c'est pas le nombre de gènes qui sont dans le corps, parce que quand le cadavre il est là, il y a le même nombre de gènes, même nombre de cellules. Les organes sont tous à la même place encore, il y a le même nombre de cellules dans le cerveau. La peau peut être encore intacte, le système immunitaire, toutes les mitochondries sont toutes encore là. La différence, c'est le flux d'énergie. Hein? On va regarder un autre petit exemple, une autre petite leçon d'énergie. Qu'est-ce qu'on a ici? Des métronomes. Hein, il y a 5 métronomes. Et là, ils ne sont pas trop synchronisés. Hein, ils font toutes leur propre affaire. Là, si on continue à regarder, les 2 à droite, ils commencent à se mettre en synchronisation. Hein. Là, les 3 à droite sont synchronisés. Le 4e, il se met aussi en synchronisation. Là, il y a l'autre qui est perdu à gauche. Qui n'est pas trop... Là, il s'en vient. Il s'en vient. Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Écoutez ça. Cohérence. On est parti d'un système incohérent, puis on arrive à un système cohérent. Qu'est-ce qui permet ça? Hein? Et il y a un parallèle ici important avec comment le corps fonctionne. Parce que le corps, en fait, c'est un collectif social de cellules. Hein? C'est à peu près 40 milliards de cellules et qui sont toutes interconnectées les unes avec les autres. Et chaque cellule pourrait, comme chaque métronome ici, faire sa propre affaire. Mais ce qui se passe, c'est que les cellules deviennent interconnectées et créent une certaine résonance qu'on appelle la vie, qu'on appelle l'expérience humaine. Hein? Ça vient d'une cohérence entre les cellules du cerveau, les cellules du corps, la cohérence entre le corps et le cœur et le cerveau, le système digestif et le cerveau. Il y a toutes des communications qui se passent tout le temps. Et c'est un peu ce qui se passe ici. Et si on pose la question, qu'est-ce qui permet, je veux ça encore, qu'est-ce qui permet l'échange ici entre les métronomes? Ce qui permet de se coordonner entre eux, c'est le transfert d'énergie. Hein? Chaque métronome a son propre pattern. Et dans son pattern, là, il y a un petit pattern d'énergie. L'énergie va à droite, l'énergie va à gauche. Et c'est en transférant cette énergie-là, qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'est-ce qui permet à l'énergie de se transférer? Oui, la base. Hein? Les métronomes ne sont pas directement sur la table. Ils sont sur une plateforme, puis la plateforme sont sur 2 cannes. Regarde le petit mouvement des cannes. Là. Hein? Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le conductive media. C'est le médium de conducteur. Le médium conducteur permet à l'énergie d'un métronome d'aller à l'autre et d'aller à l'autre, d'aller à l'autre. Et finalement, c'est en partageant, en échangeant leur énergie que tous les métronomes se mettent en synchronisation, cohérence. C'est la même chose qui se passe dans l'organisme. Mais on peut demander, c'est quoi le médium conducteur dans le corps humain? Et la réponse est simple, c'est le métabolisme. Le métabolisme énergétique, la transformation d'énergie. Et si on demande où est-ce que ça se passe, ça, comment ça marche? On sait que le métabolisme est relié à ce qu'on mange. On va parler un petit peu plus tard, le métabolisme est relié aussi à ce qu'on respire, l'oxygène. C'est l'oxygène qu'on respire, la nourriture qu'on mange, ils convergent ensemble à la même place dans nos mitochondries. Et c'est la transformation de l'énergie dans les mitochondries et dans le collectif des mitochondries qui permet
le métabolisme énergétique. Donc, regardons de quoi ils ont l'air, les mitochondries. Si on est chanceux, si par exemple on est un étudiant au doctorat, on travaille dans un laboratoire avec un microscope assez cool, on peut prendre des cellules dans un pétri, mettre une substance dessus qui rend les mitochondries fluorescentes. Et là, on met ça en dessous d'un microscope, on regarde dans les œillets et pouf, on voit quelque chose comme ça. Ce qu'on voit ici, chaque spaghetti, chaque ver de terre, peu importe comment on veut les appeler, c'est une mitochondrie. Quand on regarde ça dans un textbook, un manuel, c'est toutes des images arrêtées. Hein? C'est statique, ça a l'air d'une bine ou une peanut ou quelque chose comme ça. En réalité, les mitochondries sont vivantes. Et ce qu'on voit ici, par exemple, il y a 2 mitochondries. Au début, ces deux-là, elles n'interagissent pas. Là, elles commencent à se parler. Là, il y a la troisième qui arrive. Là, elles échangent de l'information. Et là, celle-là a dit « OK, j'en ai assez. » Puis, elle s'en va. Il y a une vie sociale dans les cellules. Et on a découvert qu'il y a des mécanismes qui permettent aux cellules, aux mitochondries de se parler entre elles. Elles ont aussi un cycle de vie. Comme tout être vivant, elles ont un cycle de vie. Il y a des nouvelles mitochondries qui naissent dans la cellule à chaque heure, à chaque jour. Nos cellules font des nouvelles mitochondries et des vieilles mitochondries qui meurent pour laisser place aux nouvelles. Et il y a un cycle de vie comme ça qui se passe à l'intérieur de nos cellules. Quand on jeûne, hein, si on saute le déjeuner, par exemple, ou on jeûne toute une journée, ce qui se passe, c'est que le corps se met dans un état où il ne peut pas se permettre d'avoir des mitochondries qui ne fonctionnent pas super bien. Donc, il se met à dégrader les vieilles mitochondries, puis là, des nouvelles mitochondries qui apparaissent. Même chose quand on fait de l'exercice. Hein? Si on fait quelque chose qui nous fait respirer plus fort, comme jogger, faire du bicycle, faire l'amour, toutes sortes de choses, ce qui nous fait respirer plus fort, c'est parce que nos mitochondries ont besoin d'oxygène. Et quand les cellules ont besoin d'oxygène, elles font plus de mitochondries, quand elles ont besoin de plus d'énergie. Donc, ça, c'est un processus qui permet aux cellules de faire plus de mitochondries. Et là, si on n'utilise pas en anglais « use it or lose it », hein? Si tu n'utilises pas tes muscles, ils se rapetissent. Si tu n'utilises pas tes mitochondries, elles s'en vont pour économiser de l'énergie. Ça, c'est une vidéo qui a changé ma vie, littéralement. C'est une vidéo que j'ai prise en 2015 à Philadelphie, quand j'étais en stage postdoctoral. Et ce qu'on a découvert ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut remarquer, on a une mitochondrie au centre. En haut, il y a une autre mitochondrie, 2, 3, 4, 5, 6. Hein? Donc, il y a différentes mitochondries qui se touchent. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'est-ce qui se passe entre les mitochondries? Ils s'alignent. Hein? Les lignes ici qu'on voit là, à l'intérieur, ça s'appelle en anglais les cristae ou les crêtes en français. C'est là-dedans que l'oxygène qu'on respire arrive et que la nourriture qu'on ingère arrive, converge pour la transformation, pour faire l'ATP, adénosine triphosphate. Ça, c'est le substrat énergétique pour les cellules. C'est dans ces crêtes-là que la transformation qui donne source à notre vie se passe. Ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a un alignement des crêtes entre les mitochondries. Ça, c'était la première évidence visuelle dans le monde scientifique que les mitochondries se parlent. Il y a un échange d'informations. Et il n'y a pas de substance ou de mécanisme moléculaire qui pourrait expliquer ça à ce qu'on connaisse. Donc, l'explication la plus probable, c'est qu'il y a une espèce de champ magnétique peut-être ou quelque chose un champ quelconque qui est produit quand il y a de l'énergie qui coule, qui fluxe dans les crustacés, et ça permet ce genre d'aliment-là. C'est un peu comme un gap entre eux qui fait comme un spark entre les deux, c'est ça? Peut-être, ça ressemble beaucoup de manière anatomique à une synapse. Hein? Quand on a un neurone qui touche à un autre neurone, oui. Il y a un petit espace. Donc là, ici, on a des petits espaces entre les mitochondries, mais il y a quelque chose qui se transfère. Ouais. Donc, c'est comme un mécanisme, on a appelé ça le mitochondrial synapses. Ouais. Donc, nous sommes un réseau social de cellules, mais aussi un réseau social de 40 000 trilliards de mitochondries. Ça, c'est une moyenne d'à peu près 1000 mitochondries par cellule. Et elles sont toutes interconnectées. Toutes les mitochondries dans le corps sont interconnectées par les processus métaboliques. Donc, on peut se poser la question, comment est-ce que l'énergie coule et se transforme dans notre biologie? Et un modèle, quand on veut comprendre quelque chose en science, qui est souvent utile, c'est d'utiliser une analogie plus simple.
Là, on peut dériver un certain principe ou comprendre quelque chose de fondamental et après ça, voir si ça s'applique au système plus complexe. Et ce qu'on peut regarder ici, c'est un système très simple électrique. Hein, il y a peut-être du monde parmi vous qui se rappelle physique de base. Si on a une batterie ici, il y a 2 pôles. Ce qui se passe dans un circuit électrique, c'est qu'il y a des électrons qui passent. Les électrons s'appellent le courant, l'abréviation c'est I. Ils passent dans une résistance. La résistance, ça peut être un moteur. Si vous avez une auto électrique, par exemple, les moteurs aux roues, c'est des résistances dans le circuit. Et là, c'est quand les électrons passent dans la résistance, on peut transformer l'énergie, hein, la capacité de changer, transformer l'énergie électrique en activité, en énergie cinétique, hein, le mouvement de la voiture. Et après ça, les électrons, ils reviennent. Donc, le principe de base dans un circuit électrique comme ça, c'est qu'il y a une partie du circuit où les électrons partent, puis il y a une autre partie qui tire sur les électrons. Et c'est le push and pull du circuit qui permet au circuit de manière intégrée de fonctionner. Il y a des lois physiques qui expliquent le comportement des électrons, le comportement de l'énergie dans un système simple comme ça. Et il y a une loi qui s'appelle la loi de Ohm. Ohm, c'est l'unité pour la résistance, qui dit que le voltage dans le système, c'est proportionnel à la résistance multipliée par le courant. Assez simple, on n'est pas obligé de comprendre les détails de ça. Mais si là, on veut regarder la puissance d'un système, et la puissance, c'est le travail développé par un système, comme faire bouger une voiture, ou faire une protéine dans nos cellules, ou activer un neurone, ou avoir une émotion. Tout ça, ça requiert une transformation d'énergie, d'électricité dans le corps, dans nos mitochondries, en une forme de puissance. Et là, il y a une autre formule mathématique qui s'appelle le Power Law. Et avec Nirosha, ma douce, qui était juste ici, qui est partie faire un meeting, on a développé ce Power Law-là et on a posé la question, est-ce que ça s'applique à notre biologie? Est-ce qu'on peut comprendre comment l'énergie fonctionne dans le corps en se basant sur des systèmes plus simples? Le principe de base, ici, ça s'appelle le Energy Resistance Principle, ERP, pour forme courte, c'est que sans la résistance, il n'y a pas de transformation. Hein? Si on regarde notre formule ici, ça dit que pour avoir une puissance, hein, pour faire quoi que ce soit dans notre biologie, on peut avoir le courant, les électrons qui circulent dans les mitochondries, dans le métabolisme, mais si la résistance est 0, qu'est-ce qui se passe si on multiplie un gros chiffre par 0? 0. Peu importe la force du courant, la quantité d'électrons qui coulent, si la résistance est 0, il n'y a pas de power, il n'y a pas de transformation. Donc, le principe ici, c'est qu'il y a le potentiel de l'énergie. Comme tu manges la nourriture, tu respires de l'oxygène, mais s'il n'y avait pas de résistance dans le corps, il ne pourrait pas avoir de transformation. C'est la résistance qui permet de transformer le potentiel d'énergie, le energy potential, en vie, en chaleur. La raison pour laquelle le corps est chaud, hein, et si on meurt puis l'énergie arrête de circuler et le corps devient froid, c'est parce que l'énergie coule à travers une certaine résistance biologique. Et c'est la résistance biologique qui permet de maintenir notre température corporelle, mais aussi qui maintenait tout le mouvement de la vie, les cellules et toute la beauté de l'expérience qu'on a d'avoir. S'il n'y a pas de résistance, le système est glacial, pas de vie possible. Donc, la vie donc, doit se maintenir dans une very narrow window, une petite fenêtre d'opportunité de résistance énergétique. Et le modèle qu'on propose, c'est que la capacité d'un système d'être sain et en santé doit se produire dans une petite fenêtre de résistance énergétique. S'il n'y a pas assez de résistance, c'est ce qui se passe dans une flamme. Hein, avec une allumette, tu allumes une chandelle. Ce qui se passe, c'est que les électrons de la cire, ils sautent sur l'oxygène directement et ça fait une petite flamèche. Et si tu as plein de réactions comme ça fait une flamme. C'est ça, le feu, c'est la combustion. Ça prend l'oxygène, ça fait du CO2. La même chose que notre corps. On est comme une chambre de combustion très, très lente. On est humide aussi à l'intérieur, ce qui ralentit le feu de la combustion. Mais le métabolisme énergétique dans la mitochondrie, c'est la même chose qu'une flamme de vie. Donc, s'il n'y a pas assez de résistance, comme dans une chandelle, on ferait peut-être combustion spontanée. Et s'il y a trop de résistance, les électrons, ils essayent de couler dans notre biologie, puis c'est difficile. On pense que ça, c'est ce qui arrive, par exemple, quand on meurt.
Ma mère, qui est ici, est infirmière, était aux soins palliatifs pendant longtemps. Elle a aidé beaucoup de monde à passer au-delà. Et il y a toujours un moment où la personne n'est presque pas là et puis elle arrête de respirer. Quand on arrête de respirer, qu'est-ce qui se passe à l'oxygène dans le corps? Diminue. Quand ici, il n'y a pas d'oxygène, qu'est-ce qui se passe avec le flux d'électrons dans les mitochondries? Ouais. Et c'est là que la vie arrête. Donc, la raison pour laquelle on doit respirer à chaque seconde, c'est pour nourrir nos mitochondries et éviter de glisser vers une zone de résistance énergétique trop élevée. Donc, de quoi ça a l'air, ça? De quoi ça a l'air en biologie? On a pris le petit circuit électrique qu'on voit en haut à gauche et on a appliqué ça à notre biologie avec la mitochondrie ici. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on mange la nourriture, en fait, c'est la lumière du soleil qui a frappé une feuille verte, qui s'est condensée. Hein, c'est de l'énergie immatérielle, électromagnétique des rayons du soleil, qui se condense en nourriture. Après, nous, on mange directement la nourriture condensée, ou on mange un animal qui a mangé ça. Mais au final, tout ce qu'on mange, c'est des électrons qui sont tous pognés avec des chaînes de carbone. Et ça, c'est la nourriture, les lipides, les protéines, les hydrates de carbone. Quand on mange ça, l'énergie, les électrons qui sont pognés sur les molécules de carbone commencent à glisser dans notre métabolisme, le système digestif, dans le sang. Éventuellement, ça rentre dans une cellule. Une fois que c'est dans la cellule, ça passe par la glycolyse. Après ça, ça rentre dans les mitochondries. Puis là, il y a plein de choses compliquées qui se passent. Il y a des électrons, éventuellement, qui sont capables de couler dans la chaîne de transport des électrons, les protéines ici qu'on voit. Et le point final du trajet des électrons, c'est l'oxygène. Comme dans une chandelle, mais ici, il y a des centaines de réactions qui ralentissent le processus. Donc, on respire pour amener l'oxygène ici pour que les électrons puissent couler là. Donc, si on regarde le système as a whole, ce qu'on voit, c'est que c'est comme un gros système énergétique où il y a des électrons qui partent de la nourriture qu'on mange et qui veulent arriver à l'oxygène dans nos mitochondries. Donc là, on peut se poser la question, peut-être qu'on peut comprendre le mouvement d'énergie dans ce système-là, de la même manière qu'on comprend le mouvement d'énergie dans un système électrique, hein, avec la résistance. Et c'est là que le concept de résistance énergétique arrive. Donc, de la manière que ça se passe, si on zoome in dans une cellule, on a le sang ici qui apporte des nutriments, comme par exemple le sucre, les lipides et tout ça, ça rentre dans les cellules. Et ça contribue au potentiel énergétique, Energy Potential, EP ici. Et il y a aussi la quantité de travail qu'une cellule fait. Donc, si on est un neurone et le neurone est activé, il y a beaucoup de potentiel d'action, beaucoup d'activité métabolique, ça contribue au power, ça contribue au Energy Potential du système. Toute cette énergie-là doit couler à travers les mitochondries. Si on a beaucoup de mitochondries qui sont capables facilement de faire couler des électrons, pas de problème. Avec notre petite équation, on comprend que si on a beaucoup de potentiel énergie, mais beaucoup de mitochondries, le système est calme et il n'y a pas beaucoup de résistance à l'énergie. Mais s'il y a beaucoup de sucre qui est poussé sur la cellule, avec hyperglycémie par exemple, diabète, ou s'il y a beaucoup de travail qui est fait dans la cellule, comme un muscle qui se contracte, là, il y a beaucoup de potentiel énergétique. S'il y a juste quelques mitochondries qui ne sont pas très en santé pour gérer ça, là, il y a beaucoup d'électrons qui veulent passer, mais il y a juste quelques petites mitochondries, donc là, la résistance est très élevée. C'est ça que le Energy Resistance Principle nous permet de comprendre. S'il y a beaucoup de résistance énergétique, ça, c'est signe que pour la cellule, c'est pas bon signe. C'est pas sustainable. La cellule n'est pas capable de soutenir une charge énergétique comme ça pour très longtemps. C'est pour ça que les cellules elles font plus de mitochondries si on fait de l'exercice, par exemple, hein, pour diminuer la résistance énergétique. Donc, les cellules ont développé, évolué des mécanismes pour ressentir la résistance énergétique. Et là, ces mécanismes-là sont partout dans la cellule, incluant dans le noyau avec les gènes. Et si la cellule ressent une résistance énergétique, elle va se mettre à faire des signaux pour dire aux autres cellules. Hein, on se rappelle, le corps humain est un ensemble social de cellules qui communiquent. Et pour qu'une cellule survive, il faut que toutes les cellules survivent. Donc, si tu es une cellule et tu ressens une résistance énergétique trop élevée, les autres cellules autour doivent le savoir. Comme ça, elles peuvent s'aider, s'entraider et s'ajuster aux besoins. Donc là, il y a des signaux que les cellules peuvent relâcher. Certains de ces signaux-là sont des cytokines. Tout le monde a entendu parler de l'inflammation. L'inflammation, en fait, c'est des cytokines qui viennent comme ça des cellules qui sont dans le trouble. Des cellules qui ont besoin de beaucoup d'énergie, qui ne sont pas capables de soutenir leur demande énergétique. Donc là, on a un système où il y a l'apport énergétique de nutriments qui sont filtrés à travers les mitochondries
Et si le système est capable de gérer ça comme il faut, il n'y a pas de réponse, mais si le système est overwhelmed, là, il y a des signaux qui sont envoyés. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais ça, c'est juste pour visuellement que vous ayez une perspective. La même formule qu'on avait pour le système énergétique simple, là, maintenant, on l'a pour la biologie. Et on peut comprendre, par exemple, pourquoi calorie restriction, ou le jeûne, fasting, ou dormir, ou méditer, ou certains trucs qui calment notre système nerveux, est capable de diminuer le energy potential. Ça calme si le rythme cardiaque diminue, il y a moins de stress sur le système, donc moins de energy resistance. Ou si, par exemple, on fait plus de mitochondries avec l'exercice, ou en mangeant une diète cétogène qui force les mitochondries à s'activer, là, on peut moduler le energy resistance. On pense que c'est la energy resistance, la résistance énergétique, qui est la cause du stress oxydant, qui est la cause de l'inflammation, qui est la cause de toutes sortes de hallmarks de maladies. Et ça mène à une élévation du risque de différentes maladies chroniques. Donc, on a évolué pour détester assez fortement les sensations dans notre corps qui reflètent une augmentation de résistance énergétique. Et il y a quelques exemples, je pense qu'on a tous, d'une certaine manière, ressenti. Le premier exemple, c'est l'hypotension orthostatique. Quand on se lève trop vite, par exemple, on est assis, on se lève trop vite ou on est couché, puis là, on a comme le lightheadedness, on est un peu étourdi. Qui a ressenti ça déjà? Ouais, tout le monde. Ça, ce qui se passe ici, c'est que quand on se lève trop vite, la pression sanguine dans le cerveau diminue. Et là, le sang, qui normalement irrigue, qui apporte de l'oxygène et des nutriments aux mitochondries du cerveau, il y a un petit peu moins. Et c'est la diminution d'oxygène pour les mitochondries qui donne cette sensation-là. Hein? Donc, it feels like something. On est capable de ressentir la diminution du flux énergétique dans le cerveau. Un autre exemple, c'est ça. Si on contracte un muscle, qui va au gym, qui a déjà ressenti ça? Hein? Pas besoin d'aller au gym. Hein? Si tu essaies de faire la chaise, tu essaies d'arranger quelque chose trop longtemps, ton muscle commence à brûler. Ce qui se passe ici, quand le muscle se contracte comme ça, on a le energy potential qui augmente parce que le muscle il fait du travail. Mais en même temps, quand le muscle est contracté, le sang n'est pas capable de couler. Donc là, on a la combinaison parfaite. Trop d'énergie, de demande énergétique, puis les mitochondries ne sont pas capables, soit parce que tu n'as pas assez de mitochondries, ou bien que les mitochondries n'ont plus d'oxygène. Et la sensation qu'on a, c'est un brûlement ou une sensation vraiment désagréable. Donc ici, ce qui se passe, c'est que s'il n'y a plus assez d'oxygène ou il y a trop de demande énergétique, les électrons ne bougent pas assez vite, la résistance augmente, et c'est peut-être la cause du brûlement musculaire comme ça. Et un autre exemple qui m'a frappé le jour où mon père m'a appelé, il venait d'avoir une crise cardiaque, il est ici aujourd'hui, tout va bien. Il s'est réveillé en pleine nuit avec une pression sur le chest, je pense qu'il m'a dit, c'était à peu près 400 livres de pression, la douleur incroyable. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a une crise cardiaque comme ça? C'est qu'il y a un petit caillot sanguin qui se loge dans une artère. Et là, c'est pas le caillot lui-même, le petit truc qui fait mal. C'est pas une augmentation de pression sanguine dans le cœur qui fait mal. Ce qui fait mal, c'est que le sang est plus capable de couler, d'aller nourrir les mitochondries sur une certaine partie du myocarde. Hein? Donc là, les mitochondries dans le cœur, là, à chaque seconde, elles consomment énormément d'énergie et elles font couler des électrons très rapidement. Donc si ça s'arrête brusquement, pour une raison quelconque, ça fait mal. C'est très, très inconfortable. Et la source de la douleur n'est pas très bien comprise sur les crises cardiaques, mais c'est possible que ce qu'on ressent, c'est l'augmentation de résistance énergétique. Donc, si l'oxygène diminue ou le travail augmente trop, le flux d'électrons diminue, et ça augmente la résistance énergétique. Et il y a une manière de mesurer cette résistance énergétique-là moléculairement dans les cellules. Si les électrons ne sont pas capables de couler facilement vers l'oxygène, les électrons s'accumulent et ils finissent par backflow. Je ne sais pas c'est quoi en français, ça? Refouler, thank you. Merci. Donc, les électrons, ils refoulent sur une molécule qui s'appelle NAD, nicotinamide dinucléotide. Donc, NAD devient NAD plus un électron. Et là, c'est très inconfortable. Donc, il pogne un proton en plus, H, donc ça devient NADH. Donc, on peut regarder le ratio de NAD
qui n'a pas d'électrons, parce que les électrons, ils coulent facilement, et avec NADH, qui absorbe l'excès de refoulement d'électrons. Donc, pour se donner un exemple concret de quoi ça a l'air, on va faire une petite expérience. Okay? Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si ça vous tente, on va le faire. C'est une petite expérience de respiration. Donc, tout le monde est assis, c'est bien. Vous pouvez commencer par sentir votre corps. Vous pouvez fermer vos yeux si ça vous intéresse. Sentir la gravité, la gravité qui vous tire dans votre siège. Et on va prendre une petite respiration. On inspire. Et là, on expire. Expire jusqu'au bout. Et là, tenez votre respiration. Si vous êtes en train de tenir votre respiration, vous pouvez lever votre main, que je sache que vous êtes en train de le faire. Le tenez jusqu'à temps que ça commence à sentir quelque chose. Où est-ce que vous sentez ça? Dans votre chest, dans votre ventre, dans la gorge, dans la tête. Quand vous avez fini, vous pouvez sentir l'inspiration. Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'était quoi la sensation? Constriction. De quoi? Un arrêt. La mort. La mort. Hein? Pression? Oui. Hein? Tu essaies de respirer. Cette sensation-là, il y a différents mots, puis on a toute notre propre expérience peut-être de ça, mais cette sensation-là, ça nous amène à respirer. Et s'il y a quelqu'un à un moment donné qui essaie de t'empêcher de respirer, la colère monte assez rapidement. Hein? Et pour plusieurs personnes, de mourir noyé ou pas être capable de respirer, c'est une des pires affaires. Et la raison, c'est, je pense, parce que ce que ça fait, quand on ne respire pas, c'est que les électrons commencent à bloquer dans notre corps. Hein? La résistance énergétique. Ce qui se passe quand on tient notre souffle, l'oxygène, après un certain temps, commence à diminuer, mais plus rapidement, il y a le CO2 qui commence à augmenter. Et il y a des récepteurs dans le corps très, très sensibles. Si le CO2 dans le sang, le CO2 vient des mitochondries, hein, quand ils font couler les électrons, ils lancent du CO2. Si ça commence à augmenter, c'est signe qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Donc, il faut que l'organisme se calme ou il faut respirer plus. Donc, ce qu'on ressent, ce que vous avez tous ressenti, c'est la résistance énergétique. Hein? Donc, imaginez si cette sensation-là, vraiment, si vous avez tenu votre respiration assez longtemps, puis il y a comme un petit sentiment de panique qui émerge, là, imaginez juste 10% de cette sensation-là. Tu te réveilles le matin, puis tu sens ce petit malaise-là, puis ça reste toute la journée. C'est potentiellement ce qui se passe dans certaines désordres psychiatriques. Il y a des évidences qui montrent que... on a vu ça, des évidences qui montrent que la résistance énergétique est augmentée dans certains désordres psychiatriques, incluant ici, ça c'est les gens qui ont la schizophrénie. Et ce qu'on a sur l'axe des Y ici, c'est une mesure, c'est l'inverse de la résistance énergétique. Donc ça, c'est des auteurs qui ont mesuré, ils ont dit, OK, on va mesurer l'état énergétique du cerveau, donc avec une méthode de spectroscopie dans résonance magnétique du phosphore. On peut mesurer les électrons sur le NAD, NADH, donc là, on peut faire le petit ratio. Donc, ce qu'on voit chez les gens qui sont sains et jeunes, c'est les cercles ouverts. Donc, sains et jeunes, on voit que le ratio est élevé, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de résistance énergétique. En rouge, c'est les gens qui ont un diagnostic de schizophrénie. Donc, ce qu'on voit, c'est une grosse différence. Si on regarde les points, les jeunes patients avec la schizophrénie, c'est les cercles ouverts rouges comparés aux cercles noirs. Il n'y a presque pas de overlap. Hein? Donc, si on mesure ça, d'après ces données-là, sur une population, c'est un assez bon biomarqueur de schizophrénie. Et ce qu'on voit ici sur l'autre axe, ça, c'est l'âge des participants. Donc, avec l'âge, plus on vieillit, plus l'organisme a de la misère à faire couler les électrons. Ce qu'on peut ralentir en termes de processus en faisant de l'activité physique et probablement en faisant des choses qui nous inspirent et des choses comme ça. Mais ce qu'on voit en général, c'est qu'il y a une diminution de ce ratio-là. Encore une fois, le ratio, c'est l'inverse de la résistance énergétique. Donc, si ça diminue, ça veut dire qu'il y a plus de résistance énergétique. Donc, en général, même chez les gens sains, donc tous les points noirs, on voit la ligne qui descend, plus les gens sont âgés,
plus il y a de résistance énergétique. Donc, les gens qui ont la schizophrénie sont tous en bas. Tous les points sont plus bas. Donc, ça démontre qu'il y a un état de résistance énergétique quelconque dans le cerveau, dans le cortex préfrontal de ces patients-là avec la schizophrénie. Il y a une autre étude qui a montré ça chez les gens avec le désordre bipolaire. On va regarder ici le ratio encore NAD-NADH. Chez les patients ou leurs frères et sœurs, le ratio 3,35, 4,7 versus 5,2. Et ça, c'est chez les gens 5 qui n'ont pas de désordre psychiatrique. Donc ça, c'est une autre étude qui a démontré, avec cette même méthode-là, regarder dans le cerveau, il y a une résistance énergétique élevée chez les gens qui ont des désordres psychotiques. Donc, on a évolué pour éviter les sensations qui reflètent la résistance énergétique. Est-ce qu'il y a des biomarqueurs? Là, je vous ai montré un exemple dans le cerveau, mais il y a d'autres biomarqueurs potentiellement qu'on pourrait mesurer dans le sang, biomarqueurs de résistance énergétique. Et ça, on pense que ça fonctionne un petit peu comme la douleur. Hein? On ressent la douleur d'un processus par étapes. Donc, si, par exemple, la peau est... Hein? J'ai une question. Oui. Juste par rapport aux slides précédentes, comment faire la différence entre le désordre psychiatrique lui-même, notamment la schizophrénie, ou l'utilisation de pharmacothérapie intense comme les antipsychotiques ou autres dans les psychopathologies? Oui, c'est clair qu'il y a certains antipsychotiques et d'autres agents, psychopharmacological agents, qui ont un effet directement sur le métabolisme. Donc, ici, je ne me rappelle pas si c'était des treatment naïfs. Je ne pense pas que c'était des first episode patients. Donc, je ne sais pas si on peut faire la différence ici. Mais la solution, je pense, c'est de faire des études longitudinales et... donc... Parce qu'on voit que nos patients psychiatrisés avec médication évoluent souvent très mal sur le plan métabolique, qui est souvent une conséquence de ça. Donc, on est capable de dépister au préalable avant qu'on les... Mais oui, et souvent la durée de vie aussi est plus courte significativement chez ces patients-là. Donc, probablement qu'il y a comme un phénotype de vieillissement accéléré et la médication pourrait contribuer à ça. Mais je pense qu'on est au début là, de comprendre le niveau énergétique de ces désordres-là. Donc, probablement qu'il y a peut-être... on va comprendre les choses un peu plus clairement dans le futur. Ouais. Donc, biomarqueurs énergétiques qui, on pense, pourraient fonctionner comme la douleur. Donc, si le corps est blessé, le signal local de la peau est traduit ou transmis comme un influx électrique qui se ramène jusqu'au cerveau. Et là, le cerveau peut devenir conscient de ça et là, prendre des décisions de quoi faire. Et s'il y a une douleur aiguë, ce que le cerveau il fait, c'est qu'il conserve l'intégrité du corps. On retire la main, par exemple, de quelque chose qui nous a coupé. Et il y a aussi une mobilisation. Le corps active des systèmes pour mobiliser l'énergie. Le rythme cardiaque augmente, il y a comme une réponse de stress. Si jamais l'affaire qui t'a blessé, c'est quelque chose avec laquelle tu dois te battre. Hein? Fight or flight response. Donc, on sait que c'est comme ça que la nociception se développe par étapes. On pense qu'on ressent l'énergie aussi d'une certaine manière, une manière assez similaire. On appelle ça la métaboception. Hein? Nociception, c'est la perception de noci, c'est pour la douleur. Il y a peut-être du monde ici qui sont familiers avec le concept de interoception. Right? Interoception, où tu peux sentir l'intérieur. Donc, métaboception, ça serait la perception de tes états métaboliques. Et comme par exemple, il y a des patients avec le diabète qui sont capables de sentir si leur glucose est trop élevé ou si le glucose est trop bas. On a peut-être tous eu des états hypoglycémiques après un repas trop intense en sucre, avec les tartes au sucre de ma mère. Moi, j'ai déjà ressenti ça. Donc ça, c'est métaboception. Et il y a aussi des signaux qui viennent du tube digestif, GLP-1. GLP-1, c'est un signal qui vient du tube digestif qui dit au cerveau, tu as assez mangé, il y a de la nourriture dans le tube, arrête. Donc, c'est pour ça que les médicaments, la médication GLP-1 arrive au cerveau, puis ça dit « arrête de manger, tu n'as plus faim ». Donc, il y a toutes sortes de signaux comme ça qui arrivent du corps, qui s'en vont au cerveau pour informer le cerveau de l'état énergétique, l'état métabolique de l'organisme. Si l'énergie n'est pas capable de couler fluidement dans les mitochondries, est-ce qu'on peut ressentir ça?
Je pense qu'on a fait l'exercice tantôt avec notre respiration. Ça, je pense que c'est un bon exemple que probablement on est capable de ressentir quelque chose au niveau de notre état énergétique. Spécifiquement au niveau des mitochondries, on a trouvé un biomarqueur qui semble être relié au flux d'électrons dans les mitochondries. On appelle ça la mitoception. Métaboception, on perçoit l'état métabolique. Mitoception, on perçoit l'état énergétique de nos mitochondries. Donc, dans ce contexte-là, chaque cellule dans le corps, ce n'est pas des cellules spéciales qui sont sensibles à la douleur. Là, chaque cellule dans le corps est sensible à la douleur énergétique, sensible à sa capacité de faire couler des électrons. Donc, chaque cellule devient un métabocepteur. Et quand la cellule ressent, comme j'ai parlé tantôt, une résistance énergétique trop élevée, elle envoie des signaux, dire aux autres cellules, je suis dans le trouble, venez m'aider, envoie-moi de l'énergie. Les signaux, il y a une protéine qui s'appelle GDF15, qui a été découverte il y a plusieurs années dans différents contextes. Cette protéine-là, le récepteur est dans le cerveau, dans une région du brainstem qui ressent les cytokines, l'inflammation dans le corps. Et quand ce GDF15 arrive dans le cerveau, qui signale un état de résistance énergétique dans les cellules, le cerveau fait deux choses. Même comme avec la douleur, il essaie de conserver l'énergie, il crée un état de fatigue, il crée un état de peut-être negative symptoms of mood disorders. Et il crée aussi un éloignement, social withdrawal, social isolation, et aussi mobilise l'énergie. Donc, GDF15 stimule l'axe HPA, le hypothalamique pituitaire adrénal, pour relâcher du cortisol et stimule le système nerveux sympathique pour relâcher de l'adrénaline, noradrénaline, qui stimule la glucogénogénèse. Le foie, il lâche du sucre. Les tissus adipeux relâchent des triglycérides, des acides gras. Donc, encore le même principe ici. S'il y a une cellule qui est dans le trouble énergétiquement, est capable d'envoyer un signal, GDF15, qui s'en va au cerveau, et le cerveau est capable de dire, OK, on va diminuer la dépense énergétique en créant des symptômes en anglais, ça s'appelle sickness behavior. Ouais, quand on est malade, tu as la grippe, puis tu as envie de rien faire, tu te sens fatigué. Ça, c'est le système immunitaire qui parle au cerveau, qui dit, chill out. I need the energy. Donc, c'est un peu la même chose ici. GDF15 est capable de créer ce même état de « I don't want to do anything, I don't care about anything » et en même temps qui stimule la mobilisation d'énergie. On a mesuré ça, on a posé la question, est-ce que GDF15, qui est une cytokine, un signal de stress énergétique, est-ce que ça peut être sous l'effet ou sous l'influence des états psychologiques? Est-ce que nos états psychologiques pourraient changer le métabolisme et stimuler cette voie de métaboception ou mitoception? Donc, on a fait une étude. On a demandé à des participants sains et des participants avec des maladies, des mitochondries qui ne fonctionnent pas trop bien. Mais là, on va juste regarder les gens qui ont des mitochondries normales. Comme probablement tout le monde ici dans la pièce, on a tout on est quelque part sur le spectre de santé mitochondriale. On leur a demandé de venir dans le laboratoire pour faire une étude. On a mis un cathéter intraveineux pour qu'on puisse collecter du sang à différents moments. Et là, on leur a dit tout va bien, tu peux relaxer. Pendant 30 minutes, on les laisse relaxer, puis là, on prend un prélèvement sanguin. Ça, c'est la base. Et après, notre coordonnatrice d'études, elle arrive et elle dit OK, maintenant, votre performance va être évaluée. Vous allez donner une présentation orale, vous avez 2 minutes pour préparer votre défense devant un juge parce que vous avez été accusé de voler quelque chose, vol à l'étalage, et puis là, donc il y a toute une mise en scène. Et pour pas mal tous les participants dans l'étude, on voit une augmentation du rythme cardiaque. On a un ECG, avec une pression sanguine qu'on mesure, on mesure la sweat, skin conductance. Donc, on voit le corps s'active. Il y a le système de peur qui s'active. Et là, ils font leur truc. Ça dure 5 minutes. Après, ils arrêtent. On les laisse relaxer. Et là, on regarde, est-ce que ça, le stress psychologique, là, les participants sont assis, ils ne bougent pas un muscle, ils vont juste être stressés. Il y a aussi, il y a un monsieur sérieux, un old white man, avec you know the white coat effect, ce qui augmente la pression sanguine là, avec le médecin. Donc, on a quelqu'un avec un sarrau qui rentre, 6 pieds en avant de la personne, elle regarde dans les yeux et dit « Start talking ». Et si la personne arrête de parler plus que genre 3 secondes, la personne dit « Keep talking. You still have time ». Donc, c'est assez anxiogène. Est-ce que ça change le GDF15? Est-ce que ça induit un état de stress énergétique?
Oui. Donc, avec le cathéter, on a prélevé du sang au début, comme je disais, ça c'est le point à gauche complètement. 5 minutes après, 10 minutes après, 20, 30, 60, 90 et 120. Donc, on a cette dynamique-là. Et ce qu'on voit, c'est que 10 minutes après avoir commencé à être stressé, il y a un beau spike de GDF-15, right? Un signal de mytoception, un signal de stress énergétique cellulaire, induit seulement par le stress psychologique. Je me fais évaluer par un autre être humain. Hein? Je ne fais plus partie du collectif humain maintenant. Je suis un individu isolé. Pulled out of the tribe. Hein? Et après, on voit, en 20 minutes, il y a une récupération complète. Et là, après, les participants, après une demi-heure, ils ont dit, OK, ça, c'était pas agréable. Là. Il y a une demi-heure, ce qui s'est passé, est-ce que je peux m'en aller maintenant? Puis là, on dit non. On veut mesurer la récupération sur une période de 2 heures. Et là, il y a des participants dans l'étude qui ont dit l'affaire la plus difficile dans toute l'étude, ils étaient avec nous autres pendant 2 jours complets. Ça dure 2 heures. Il y en a beaucoup qui nous ont dit l'affaire la plus difficile, c'était de rester assis à rien faire, sans mon téléphone, pendant 2 heures. Donc, et là, on voit cette augmentation-là de GDF-15. Donc, peut-être quand on a l'envie de faire quelque chose, puis qu'on sent qu'on ne peut pas, c'est peut-être que ça cause une espèce de résistance énergétique qu'on voit peut-être dans le GDF-15. On a mesuré la même chose dans la salive. Si on pouvait mesurer un marqueur, un biomarqueur de stress énergétique de manière non invasive, qu'on n'a pas obligé de piquer quelqu'un, ça serait super utile. On a découvert GDF-15. C'est disponible. On peut mesurer ça dans la salive. En bas, en bleu, c'est ça qu'on voit. Et le spike dans la salive est encore plus gros. À la place d'être à peu près 5-6 %, c'était 43 % d'augmentation de GDF-15. Et 5 minutes plus tard, pfiou, parti. Donc, il y a une réponse très, très aiguë de ce marqueur-là au stress psychologique. Il y a une autre étude qui a été faite à peu près en même temps au Royaume-Uni, en Angleterre. Ils ont pris 25 000 personnes et ils leur ont posé toutes sortes de questions, comment ils se sentent. Et là, ils voulaient savoir quel biomarqueur dans le sang, si on prend une prise de sang, qu'est-ce qu'on peut mesurer qui est un bon biomarqueur d'isolation sociale. Si on regarde l'isolation sociale des jeunes, des vieux, c'est un prédicteur de santé mentale, de problèmes de santé mentale. C'est aussi un prédicteur de diabète. C'est aussi un prédicteur de maladies cardiovasculaires. C'est un prédicteur de mourir plus jeune. Donc, quand on se sent isolé, soit qu'on est objectivement isolé, qu'on n'a pas d'amis, qu'on n'a pas de famille, tout ça, ou qu'on a du monde dans notre vie, mais qu'on sent qu'on n'est pas capable de partager notre intérieur le plus précieux avec les gens qui sont autour de nous. Right? Ça peut créer un sentiment d'isolation sociale qu'on appelle loneliness. Je ne sais pas c'est quoi en français, loneliness. Solitude, oui. Donc, il y a la solitude, qui est la perception d'être seul, et il y a l'isolation sociale, qui est l'aspect objectif d'être seul. Hein? Donc, ils ont fait une étude, ils ont regardé c'est quoi les protéines. Ils ont mesuré 3000 protéines. 3000 protéines dans le sang de 25 000 personnes. Ça, c'est insensé. Et ils ont regardé quelle protéine qui est le plus élevée chez le monde qui sont le plus isolés ou qui ressentent plus de solitude. Et il y a une protéine qui est ressortie, GDF-15. Stress énergétique. Solitude, isolation sociale est associée avec le même biomarqueur de stress énergétique qu'on voit avec le vieillissement, qu'on voit avec la schizophrénie, le désordre bipolaire. Donc, il y a une littérature là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, là, mais s'il y a des gens qui sont intéressés, je ne sais pas si les diapositives vont être disponibles plus tard. Schizophrénie, désordre bipolaire, désordre dépressif majeur, désordre de l'humeur en général. En ce moment, à chaque mois, il y a une nouvelle étude qui sort sur le GDF-15 et problèmes de santé mentale. Et tous vont dans la même direction. C'est augmenté dans pas mal tous les désordres. Donc, la question qui me perturbe ou qui prend mon attention ces temps-ci, est-ce que traiter la résistance énergétique dans le cerveau ou dans l'organisme en changeant peut-être l'apport de macronutriments pourrait changer l'expérience d'un individu? Hein, si on ressent la résistance énergétique, et s'il y a une petite partie, on sait par exemple que les gens qui ont des ordres psychotiques tendent à avoir du lactate plus élevé dans le sang. Lactate plus élevé, NADH, NAD plus élevé. Tout ça, c'est des signes que les électrons ne sont pas capables de couler fluidement dans notre biologie, dans notre système énergétique. Et insulinorésistance, insulin resistance, c'est une conséquence de ça. Donc, est-ce qu'on pourrait traiter ça? Et peut-être que la diète cétogène, qui est maintenant, je pense, le cornerstone ou la pièce centrale de metabolic psychiatry,
la psychiatrie métabolique, changer la diète. Et maintenant, j'ai rencontré des douzaines de patients qui, leur vie a changé complètement en coupant les sucres complètement de leur diète et en mesurant les niveaux de ketones, corps cétogène dans le corps, dans le sang. Et la diète cétogène a été utilisée depuis plus de 60 ans pour traiter des désordres neurologiques. 100 ans? 100 ans, OK. Merci. Plus d'un siècle. Couper les sucres, ça aide le monde qui ont des désordres épileptiques, surtout les enfants. Et puis, je pense que c'est à peu près 80% des enfants qui ont des intractable epilepsy. Hein, ils ont des seizures à répétition. Et quand ils vont sur une diète cétogène, 80% des enfants ont une réduction assez dramatique. Donc, ça, c'est ce qui m'a amené à la psychiatrie métabolique il y a quelques années. Il y a une famille en Californie que leur enfant, pendant 4 ans, il était sur il était dépressif, et après bipolaire, après il a fugué, il était suicidaire, et il était très en moyen. Ils ont vu tous les meilleurs psychiatres au pays, sans résultat. Il était à un moment donné, au total, plus que 17 différentes médications. Et donc, il était à bout d'options. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit, pourquoi tu ne vas pas voir ce psychiatre-là à Harvard, à Boston, qui utilise une approche nutritionnelle pour traiter la schizophrénie, des ordres bipolaires. Donc, ils ont été là. Matt a arrêté de manger les sucres. Il a adhéré à une diète cétogène stricte. Et Jan, sa mère, que j'ai rencontrée il y a 3-4 ans, elle dit, I had my son back. For the first time in 4 years. She was able to stop worrying that he would die and that, he would leave. Donc ça a changé leur vie comme famille, complètement. Et maintenant, ça fait 5 ans, je pense, que Matt est sur une diète cétogène. Il a éliminé la plupart de ses médications. Il est encore sur une médication qui a de la difficulté à enlever sans avoir des effets secondaires. Et maintenant, il y a des douzaines et des douzaines de patients qui partagent leur expérience sur metabolicmind.org. Il y a des ressources là pour les psychiatres, pour les patients, pour les familles. Donc, il y a plein d'histoires où des gens ont des expériences très profondes, et ça ne marche pas pour tout le monde. Il y a des gens qui ne se sentent pas très bien avec ça, mais il y a un enthousiasme assez important au niveau de là. Donc, petite question à résoudre. Ça, c'est la dernière diapo. Est-ce que les processus énergétiques de transformation pourraient être qui sont plus fondamentaux, on sait ça, au niveau physique, l'énergie se transforme, et là, ça fait quelque chose comme un neurotransmetteur, ou ça fait comme un nouveau métabolite. Est-ce que ces processus énergétiques-là pourraient être la source de processus chimiques au niveau cérébral qui ont des effets secondaires, qui seraient des processus secondaires à des dynamiques énergétiques? Quel rôle joue la transformation de l'énergie dans les mitochondries dans certains troubles neuropsychiatriques? On ne sait pas. Je vous ai montré quelques évidences qui pointent vers peut-être une origine énergétique de désordres psychiatriques, mais en gros, on ne sait pas encore qu'est-ce qui contribue à ça et qu'est-ce qui fait que quelqu'un est OK, capable de manager, et puis tout d'un coup, il y a une décompensation ou un psychotic break ou quelque chose comme ça. Et est-ce que ça pourrait expliquer la comorbidité? S'il y avait un point central énergétique qui peut mener à tel désordre neurochimique, à tel désordre, telle expérience, peut-être que ça pourrait aider à expliquer qu'il y a différents troubles psychiatriques qui sont très comorbides. Et souvent, les barrières qu'on met entre désordres psychotiques, désordres affectifs, les barrières sont souvent floues un petit peu. Peut-être c'est parce qu'il y a une complexité qui vient d'un niveau plus profond au niveau énergétique. Et peut-être que des interventions métaboliques adjuvantes pourraient optimiser la fonction cérébrale et avoir un effet thérapeutique, au moins chez certains patients. Et je veux juste souligner un point important pour ceux qui font de la recherche clinique. Il y a avec les méthodes qu'on a de nos jours, avec par exemple le Randomized Clinical Trial, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un groupe de patients qu'on juge assez homogènes, et on compare souvent ces patients-là avec un autre groupe, et là, on les met sur traitement A ou traitement B, ça pourrait être diète cétogène ou médication ou peu importe. Et là, à la fin, après 12 semaines, après 20 semaines, peu importe, on compare les groupes. Hein? Ce qui se passe quand on fait ça, c'est ce qu'on étudie, c'est les moyennes.
On dit la moyenne de 20 personnes, la moyenne de 100 personnes, et on compare les moyennes. Et là, si on a assez de monde dans l'étude et il y a une différence en moyenne, on conclut que l'intervention, elle fonctionne. Hein? Et là, on dit ketogenic diet works or doesn't work for bipolar disorder. Ça, c'est le genre de question que notre science est designée pour donner. Ça pourrait être le cas que dans cette population-là, il y a 20 par exemple, des patients qui sont complètement guéris. Mais là, il y a aussi 20 du monde dans l'étude qui réagissent complètement, pas du tout, non-responders. Et il pourrait aussi avoir 20 qui deviennent pires. Hein? À la fin, on fait la moyenne de tout ça. Nobody is the average. Right? Literally, nobody is the average. On pourrait avoir un traitement qui cure some disorders, and we would miss it if we just look at averages. Donc, je pense qu'il y a des problèmes structurels dans la manière qu'on a fait notre science, et j'espère qu'en pensant à l'expérience humaine de manière énergétique, en comprenant notre biologie énergétiquement, on va arriver à des approches plus raffinées et une approche plus humaine à certaines des questions qu'on pose. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est une perspective mitocentrique, où il y a les processus énergétiques des mitochondries qui se passent à l'intérieur de nos cellules qui font des vagues. Hein? Les processus énergétiques, quand les mitochondries se parlent entre elles et réussissent à communiquer avec le noyau de la cellule et tout ça, ça fait des cellules fonctionnelles. Quand on a des cellules fonctionnelles, hein, les cellules commencent à se parler entre elles, et là, ça peut faire, avec des cellules qui se parlent comme il faut entre elles, on peut faire des organes fonctionnels, hein, comme un beau cerveau qui fonctionne bien. Une fois qu'on a des organes fonctionnels, on peut faire un système où les organes se parlent entre eux, et là, on peut faire un organisme fonctionnel, des êtres humains. Hein. Et une fois qu'on a des êtres humains fonctionnels, on peut les amener ensemble, échanger de l'information, comme on fait maintenant, communiquer. Et si on communique comme il faut, après, on peut créer des communautés fonctionnelles. Des beaux départements fonctionnels qui contribuent des belles choses, des familles fonctionnelles, des populations, des communautés. Donc, il y a tout ce qu'on expérience, everything we experience, right, is a ripple, an energetic ripple of what happens inside our cells. C'est les processus énergétiques dans nos cellules qui amènent en vie nos organes et notre comportement et notre habilité d'être des bons êtres humains les uns avec les autres. Mais très important aussi, il y a un flux d'informations de l'autre côté. Et ce qu'on ressent sur une base quotidienne, les uns avec les autres, les environnements qu'on crée, ça influence la fonction du cerveau, la structure du cerveau, ça influence notre rythme cardiaque. Hein? Le monsieur avec son sarrau blanc qui vient, ça change la physiologie. Ça change le fonctionnement des cellules et éventuellement, ça change les mitochondries. Hein? Donc, on est en connexion constante, médiée par des processus énergétiques métaboliques avec notre environnement. Donc, on fait partie de l'environnement, on sait ça, on vient de la nature, on est des morceaux de nature, on est fait de la même chose que tout le monde naturel. Et il y a une base énergétique à cette connexion-là. S'il y en a d'entre vous qui sont intéressés à lire un petit peu et qui lisent l'anglais, on a une publication en ligne, ça s'appelle The Science and Experience of Energy. Donc, on amène le meilleur de ce qu'on a en sciences d'énergie, de mitochondrie, et aussi l'expérience. Et on a cette semaine une madame qui a une maladie mitochondriale. Ses mitochondries ne fonctionnent pas très bien. Son garçon, quand il avait 16 ans, il est devenu aveugle. Ça, c'est une des manifestations des maladies mitochondriales. Et elle partage son expérience de mère avec son enfant qui perd la vue, puis l'état de santé de sa famille. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, c'est gratuit, ça va toujours être gratuit. Ça, c'est notre magnifique équipe qui fait le travail, qui permet de tester des hypothèses et d'avancer les concepts que je vous ai partagés aujourd'hui. Caroline, Cynthia et David, c'est notre équipe GDF15. GDF15. On a mesuré GDF15 dans à peu près 8000 échantillons dans la dernière année, dans toutes sortes de contextes, et on découvre des choses absolument fascinantes. Evan il a fait une autre étude pour essayer de comprendre quand on dort. Quand on sait que c'est quand on dort que l'organisme se répare, on consolide des mémoires et des choses comme ça. Il y a quelque chose de magique qui se passe. On perd conscience. On tombe endormi, on perd conscience, le corps se répare. Donc, on voulait savoir, est-ce que les mitochondries dorment? Hein? Donc, on a une étude en cours là-dessus.
Donc, je dois dire merci aussi à tous nos collaborateurs qui ont rendu ce travail possible et à nos fondateurs as well. Merci.